comment créer ce qui disparaît. Donc à travers vos pratiques, il y a cette attention portée aux lieux en transition, aux formes instables, à ce qui apparaît puis s'efface. Donc il ne s'agit pas ici de produire une forme fixe ou définitive, mais de travailler avec ce qui se transforme, un paysage fragilisé, un espace vacant, une image en reconstruction. Donc à travers ces discussions, nous allons interroger différentes manières d'habiter l'instable, comment activer un lieu sans le figer, comment créer avec ce qui est voué à disparaître. Donc Karim. Bonjour. Voilà. Dans ton travail, tu interviens dans des lieux vacants ou en transition, en imaginant des programmes culturels temporaires à travers CLAC. Ta pratique pose notamment cette question, comment activer un lieu sans le figer et accompagner ces transformations plutôt que de les effacer. Véronique, avec le musée éphémère, tu crées des sculptures directement dans le paysage, sur des territoires marqués par l'érosion et les transformations naturelles. Tes œuvres apparaissent, disparaissent, puis recommencent au rythme des marées et du temps. Daniel, donc ton travail se situe entre architecture, image et mémoire. À travers la photogrammétrie, tu recomposes des paysages à partir de fragments et de multiples points de vue, créant des formes qui semblent en train de se dissoudre. Ce qui me frappe dans vos pratiques, c'est que vous travaillez tous les trois avec des espaces en transition, mais de manière très différente. Donc j'aimerais commencer simplement. À quel moment vous avez compris que c'était bien là, que c'était là que ça se jouait pour vous, et que travailler avec le vide, avec ce qui disparaît, c'était votre terrain? Et est-ce que en fait, c'est quelque chose en fait, que vous avez choisi, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à vous? C'est toujours des chemins, des opportunités qui amènent ces situations. Moi, concernant les résidences d'artistes que je monte dans des immeubles de bureaux vides, ça fait suite aussi à des multiples expériences dans les milieux culturels dans lesquels j'ai bossé, dans les agences où on investissait par exemple des friches qui n'étaient pas destinées à accueillir du public, qui étaient vides, qui étaient destinées à être détruites. Comment on a forcé la main pour que ça devienne des lieux de vie qui aujourd'hui existent à Paris. Comment on investit des lieux vides pour en faire quelque chose. L'immobilier de bureau, aujourd'hui, c'est un secteur qui est assez moribond depuis le Covid, puisque beaucoup d'immeubles se vident pour le télétravail et aujourd'hui les propriétaires d'actifs cherchent à faire vivre leurs immeubles. Et comment le faire vivre? Eh bien, on s'est donné l'idée de pouvoir, parce qu'on n'est jamais tout seul à travailler, pouvoir investir ces lieux vides en y invitant des artistes afin d'apporter. J'essaie de trouver mon fil, mais la nature a horreur du vide en fait. On le sait très bien, on apprend aux enfants, même quand on est dans un champ, dans un jardin et qu'on a l'impression qu'il n'y a rien. Si on regarde au sol, qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément des petits gendarmes qui se baladent, il y a de la vie. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que dans des plateaux de bureaux qui sont aujourd'hui complètement vides, on ne laisse pas ça sans vie et qu'on y apporte justement quelque chose de vivant. Je ne sais pas si c'est assez clair. Si. En tout cas, je peux rebondir sur le mot du vivant, justement, sur cette idée-là que c'est pas totalement vide. Pour ma part, c'est un estran. Donc l'estran, c'est un peu entre la haute marée et la basse marée. Et donc à cet endroit-là, il y a toute cette argile qui apparaît. Et bien sûr, sur cette argile, le fait d'y rester longtemps, ça fait apparaître aussi tous ces grouillants-là, des insectes qui ont aussi été présents du côté depuis la préhistoire. Et donc, est-ce que c'est dense, c'est plein, et en même temps, l'espace attrape aussi quelque chose du temporel, vu qu'à cet endroit-là se mélange le présent, le futur par l'érosion en accélération, et le passé, parce que ce que fait apparaître la dune en reculant, c'est de l'argile néolithique. Donc en fait, c'est les marécages préhistoriques qui réapparaissent à cet endroit-là. Et il y a déjà de l'informe. Donc je viens souligner quelque chose qui est pratiquement proposé, en tout cas. Et est-ce que, pour reprendre une des questions, est-ce que ça a été imposé ou subi? Non,
Non, ça c'est deux. Non, c'est à quel moment pour toi, en gros, tu as su que c'était ce terrain-là, que tu te sentais à ta place, quoi. En tout cas, il y a eu une sorte j'ai été comme attrapée par cette plage-là. D'abord par le lieu avant la pratique. Et en tout cas, cette pratique m'a pratiquement aidée à communiquer, à tisser un lien avec cette argile-là. Et c'est devenu pour moi une obsession. Enfin, en tout cas, j'étais réveillée la nuit par des formes que j'avais pu voir apparaître. Et donc, oui, c'est quelque chose qui s'est imposé, mais en tout cas, sans tomber dans quelque chose de volontaire. C'est quelque chose qui a commencé par petits gestes, justement. Pour devenir après quelque chose de plus conséquent. Mais c'était au début tout petit et l'histoire s'est écrite au fur et à mesure. C'est intéressant parce que c'est pas une synthèse que je vais faire, mais les deux sont liés parce que moi j'ai une formation en architecture et une pratique artistique et que j'ai pu mener en parallèle, dissociée. Et la prise de conscience de la question en tant que plasticien, que je travaillais sur les questions de territoire en transformation, en fait j'en ai pris conscience en faisant une note d'intention pour un appel à projet où c'était pour le prix Don Papa Art Programme en 2022. Et en fait on nous demandait de réfléchir sur un territoire qu'on ne connaissait pas, qui sont les territoires de Philippines. Et j'avais étudié la mythologie et il y avait un mythe en particulier, c'était le mythe du Bukunawa, qui questionnait, enfin c'est un dragon qui avalait des lunes. Dans la mythologie des Philippines, il y avait 7 lunes pour chaque nuit. Et donc ce dragon en fait avalait nuit après nuit les lunes et donc il faisait éteindre en fait faisait disparaître un territoire. Et à la dernière lune qui restait, les habitants se sont mobilisés dans la mythologie et ils ont commencé à essayer de masquer la lune et créer une éclipse en fait, donc atténuer la lumière. Et donc en fait moi je me suis dit qu'est-ce que je pourrais proposer dans cette idée de préservation et de faire exister ces paysages qui avaient disparu. Et donc je suis allé à la recherche de lieux que je connaissais qui avaient été transformés. Et donc à travers la photogrammétrie, je me suis dit je vais aller les révéler, les faire exister. Et donc ça s'est fait en plusieurs temps. Donc il y a eu ce moment de note d'intention, on se dit tiens j'ai quelque chose que je faisais, même dans ma pratique d'architecte, de réhabiliter des lieux existants qui sont voués à disparaître. Et donc je l'ai réinterrogé sous un prisme plus artistique et en changeant aussi l'échelle, pas forcément du bâtiment, mais plutôt de territoire qui était territoire de montagne ou territoire ruraux aussi. Je savais que vous auriez des choses à vous dire. Donc, Karim, en fait, j'aimerais bien qu'on parle un peu justement, qu'on entre plus dans la question des lieux vacants, donc de ces lieux qui sont en attente, et en fait, quand tu arrives dans ces espaces, j'aimerais bien comprendre en fait qu'est-ce que tu perçois en premier, et qu'est-ce que tu projettes en fait dans ce vide quand tu arrives. En fait, ça part d'un postulat ça remonte même à l'enfance. Je viens de la campagne normande où à l'époque il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux, il n'y avait pas forcément d'accès, donc tout était très tu as accès à certaines choses, pas à d'autres, donc tout très codifié. Et plus on grandit dans les études, plus on grandit dans le travail, plus on grandit dans les relations, surtout en France, on voit que tout est très codifié. Et ce qui m'intéresse dans ces espaces vides, c'est de ne pas avoir de code, de se dire voilà, on est sur un immeuble de bureau vide qui a une destination, parce que l'objectif c'est de faire rayonner cet espace, cet immeuble pour qu'il soit loué, donc grâce à ses résidences d'artistes, grâce à ses programmations culturelles, et qu'une fois qu'il est loué, il revient à son premier état d'immeuble de bureau. Ce que je veux, c'est casser tout ça en alliant à la fois des artistes, des architectes, des danseurs, des designers,
casser des codes qui aujourd'hui, c'est des publics ou des pratiques qui ne se rencontrent pas forcément, qui se connaissent mais qui vivent les unes à côté des autres. Donc quand j'arrive sur un plateau blanc, c'est assez vertigineux et c'est aussi assez excitant de se dire bon bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc tu l'as vécu sur Cartel à la Défense dans un immeuble grande hauteur, IGH. C'est des immeubles qui sont très contraints dans lesquels on a quasiment le droit de rien faire. Et c'était la première résidence d'artistes au 20e étage d'un IGH en Ile-de-France, enfin en France je crois même. Et ça a été une très belle expérience puisqu'on a, lorsque vous aménagez des espaces comme cela, vous n'avez pas le droit de faire des cloisons puisque sinon il faut passer en préfecture, etc. Enfin, je vous passe les détails. Donc on a mis tous les artistes ensemble sur un plateau et ils étaient séparés par des drapés, par des cloisons mobiles, etc. Et c'est ce qui a permis d'avoir à la fois une intimité pour pouvoir travailler, quand on travaille au CAS ou quand on est sur des études de croquis ou quoi aux caisses, mais aussi d'avoir un partage entre les artistes et un partage de compétences et un partage d'expériences, un partage humain, puisqu'en fait les personnes se voyaient et discutaient entre elles. Pour avoir fait d'autres résidences en tant que visiteur, notamment une dans laquelle je suis allé hier, où effectivement chaque artiste a son atelier, c'est très bien, il peut créer, il peut s'enfermer, c'est génial. Mais le postulat, après avoir discuté avec eux, c'est qu'en fait, ils ne se connaissent pas. Donc il y en a un qui est peintre, l'autre qui est sculpteur, c'est génial, moi je trouve ça très bien, ils trouvent tous ça très bien. Mais le partage et casser le fait qu'un peintre ne peut pas devenir un sculpteur et inversement, voilà, je trouve ça, en tout cas pour ma part, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu à ce que tu voulais. Si, carrément, tu as même anticipé la 2, donc c'est génial. Ben voilà, moi je vais y aller. Mais justement, on en parlait tout à l'heure, juste avant de débuter, sur tout ce qui est codification, et je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Oui. Il faut créer des porosités, et même plus que des porosités maintenant, des vrais liens, et d'interconnecter les différents milieux et les espaces vides sont là pour être habités et qu'il y ait des nouvelles choses aussi qui puissent se développer. Et mixer les usages en fait. L'objectif final, en tout cas me concernant, mais je pense qu'on peut se rejoindre, c'est qu'en fait tout soit mixé, même quand les bureaux vont reprendre leurs droits, c'est-à-dire que on peut très bien travailler au sein d'une galerie ou d'œuvres d'art. Enfin, en plus, aujourd'hui, avec tout ce qui est mobilité du travail, les espaces de coworking, on travaille de chez soi, on travaille dans un bar, on peut travailler dans une galerie. Un bureau peut devenir une galerie. On sait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de logement. Enfin, je m'égare un peu, mais pour les jeunes, pour les étudiants, c'est comment aujourd'hui on peut tout malaxer pour travailler tous ensemble et vivre tous ensemble. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ta pratique et les centres de recherche qui t'approchent. C'est aussi une nouvelle manière de... Oui, la porosité, c'est aussi du côté de... Mais en tout cas, je ne sais pas si... Je glisse. Sur cette porosité-là, c'est vrai qu'on peut parler de différents corps de métier. Par exemple, tu parlais de peintre ou de sculpteur. Mais en tout cas, oui, sur cette plage-là, c'est une plage qui est fouillée par les archéologues, analysée par les géologues. Et en tout cas, on a pu aussi se rencontrer dans nos pratiques différentes où, justement, si pour rebondir aussi sur ce que tu disais au niveau de la mythologie, si une hypothèse d'un archéologue ou d'une archéologue n'est pas retenue parce que pas assez précis, peut-être trop alambiqué pour la science, pour moi ça m'intéresse, ça me fait du matériel pour inventer une histoire après et peut-être faire émerger une sorte d'entité qui aurait une souche peut-être pressentie scientifiquement, mais c'est pas lancer une rumeur, c'est inventer une autre histoire. Et donc c'est par ces portes-là aussi que l'imaginaire apparaît, et pour les scientifiques, et pour les artistes, dans le sens où on est des chercheurs. Et justement, moi, c'est pour ça que je me posais la question, c'est toi, vu que tu travailles avec un lieu qui est sans arrêt, qui n'est pas figé, justement, qui est toujours en mouvement, qu'est-ce que ça change au niveau de ton geste, en fait, de travailler quelque chose qui est toujours en train de disparaître? Mais récemment, en plus, c'est une amie danseuse qui est venue expérimenter des choses sur la plage, qui a posé des mots que j'avais pas attrapés jusque-là, qui me disait mais c'est fou, tu travailles avec l'océan dans le dos. Et en fait, rien que ça,
il y a cette force-là qui est tout le temps présente. Donc c'est un rythme imposé, mais pour moi qui me calme. Il y a des personnes qui perdent le sommeil proche de l'océan, d'autres qui le retrouvent. Il y a aussi toutes ces couleurs-là et aussi le fait de travailler la nuit. Donc je réponds pas encore à la question, mais c'est des clés de lecture qui sont importantes. Voilà. En tout cas, c'est vrai que travailler à la frontale la nuit, le fait de travailler la nuit, déjà, je perds le rapport au temps. C'est plus facile de se perdre dans le temps la nuit que le jour, parce qu'on a toujours des petits indices, à part la fatigue, bien sûr. Et il y a aussi la question du microscopique et de l'infiniment petit, l'infiniment grand. Parce qu'en tout cas, la nuit, ça permet aussi de voir les étoiles différemment et en même temps de voir des insectes à qui j'ai pu voir leurs ancêtres, entre guillemets, au fond des puits, fouillés par les archéologues. Donc il y a un peu cette idée-là d'un espace très dense, très condensé, avec ces différentes couches d'argile et qui aussi a cette histoire de disparition du sable, des sculptures, mais il y a aussi la disparition du patrimoine. Et donc, il y a des livres d'histoire qui disparaissent aussi par ces marées-là. Et je ne sais plus la thématique de cette deuxième question. Non, c'était de savoir qu'est-ce que ça te fait, en fait, ça ne te dérange pas, ça te perturbe pas, le fait que ça disparaisse. Enfin, à chaque fois que tu fais des sculptures, il y a la marée qui passe, tout disparaît, et tu dois sculpter à nouveau. Quoi. En effet, c'est un cycle. Oui, mais en tout cas, c'est un territoire pour moi apprenant, c'est-à-dire que ça a été d'abord une sorte d'enseignement à perdre. Parce que c'est vrai que pour moi c'était très en lien avec un processus de deuil. C'est vrai que pour moi cette pratique de la sculpture n'était pas évidente, je viens plutôt du théâtre et c'était reprendre les gestes de mon oncle qui lui était le sculpteur de la famille et vu qu'il était en train de tomber très malade, c'était reprendre ses gestes et pas parler du traitement mais parler de sa passion et qu'on puisse échanger autrement. Ça a commencé comme ça. Et pour moi, le fait de perdre une personne très très importante pour moi et de perdre des œuvres, bien sûr je ne mets pas tout ça sur la même ligne, mais il y a un peu cette histoire de laisser partir les âmes, laisser partir les... Et donc au-delà du geste de la création, il y a une sorte de rituel qui se rejoue par nuit, par lune, parce que bien sûr les marées sont conditionnées par les lunes. Et donc, pour moi, ça fait totalement partie du processus, le fait de perdre, étant donné que ça a commencé comme un petit peu une sorte d'hommage. Et ces sculptures sont offertes aux absents, comme autant que pour les vivants. Donc, s'il n'y a pas de photographie, c'est au moins adressé, c'est des poèmes pour les absents. Moi, j'adore ton travail. Et donc Daniel, moi je me posais la question, parce que tu travailles avec des photographies, des choses qui apparaissent par fragments. Et donc du coup, ma question c'était, est-ce que tu cherches en fait à garder la trace d'un lieu ou à montrer justement un peu son instabilité? Il y a un peu de tout ça. Dans tout mon travail, effectivement, il y a un lien permanent, c'est la question de la transformation des lieux. Donc je peux aller regarder des lieux et savoir qu'ils ont été transformés ou qui vont être transformés. Et donc c'est ce moment-là, à la lisière entre la transformation et la stabilité qui m'intéresse. Parce que c'est vrai que en fait, moi ce que je trouve assez beau dans tes photos, c'est qu'il y a un côté un peu comme de la poussière en fait. C'est comme si ça se désintégrait. Enfin, vu qu'il n'y a pas d'image, j'essaie un peu de... Oui. Et donc, dans ce travail quand je vais dans un espace, un lieu, un territoire qui a été transformé ou qui va être transformé, mon travail va être de l'observer, de le parcourir et ensuite de ne pas le photographier dans l'instant, mais plutôt de voir ce qui reste comme trace dans mes propres souvenirs. Et ensuite, je retourne sur place. Et là, je commence un travail de dessin, mais comme une sorte de storyboard. Et je viens dessiner des parcours dans lesquels je vais pouvoir ensuite photographier le lieu. Donc c'est un travail un peu comme au cinéma de travelling,
où j'ai besoin de multiplier des prises de vue d'un même endroit pour avoir l'espace en 3 dimensions. Parce que pour moi, quand j'explore, une fois que j'ai visité, j'ai parcouru un territoire, je le réexplore dans ma tête. Donc c'est une gymnastique mentale de se dire qu'est-ce que j'ai vu et puis de parcourir le territoire, donc de pouvoir le voir, le devant, l'arrière, le dessus, et d'être un peu omniscient de tout ce territoire-là. Et donc ensuite, il y a un travail vraiment de photographie qui se fait au tout début de mon travail. Je faisais de manière très méthodique. Tous les mètres, je photographiais en me déplaçant. Donc j'avais une forme, enfin je capturais l'espace de manière globale, dans son entièreté. Et puis après, j'ai regardé un peu plus aussi mes souvenirs. Il y a certaines images, certains fragments qui disparaissaient et d'autres qui étaient plus intenses. Et donc je me suis dit comment je vais pouvoir questionner au final quand l'œuvre va être terminée. Et donc c'est un travail, l'œuvre finale, en fait, c'est entre l'apparition et la disparition. Et il y a des vides, comme dans tes œuvres. Mais pas autant quand même. Pas autant, mais par exemple, dans cette œuvre-là, je trouve qu'il fait écho avec une autre œuvre là-bas. Il y a, c'est l'absence, enfin le vide qui vient, qui appelle en fait à s'interroger sur ce qu'il y a pu y avoir avant. Et donc dans ces territoires, donc j'avais une forme de mémoire du lieu tel qu'il est avant sa transformation. Et il y a une nouvelle étape aussi dans mon travail qui est de faire des recherches, de faire exister à partir de photographies d'archives. Donc dans le vide qu'il y a, j'essaie de faire apparaître ce qu'il y avait avant en fait. Donc il y a plusieurs temporalités, plusieurs mémoires aussi dans mon travail. Je comprends complètement. Mais oui, je sais que les pratiques se répondent bien quand même. Très bien. Ouais. Et du coup, ça je m'adresse un peu à vous trois. En fait, quelle est la place, quelle place prend le vide en fait dans vos pratiques? Quelle place vous lui donneriez? C'est comme une page blanche pour dessiner. C'est la place que je lui donne, c'est que tout est possible. Alors, tout à l'heure, je disais que tout pouvait se mélanger et puis se pérenniser, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le retour au vide. C'est-à-dire que moi, quand je prends des lieux, que c'était pour un festival dans le bois de Boulogne, que ce soit des bureaux, on nous demande de les rendre impeccables, comme tu disais tout à l'instant, et en plus, d'autant plus avec tout ce qui est soins de la nature. Le festival, en l'occurrence, c'était Wheel of Green. Les premières éditions, c'était dans le parc de Bagatelle. Il y avait une roseraie protégée juste à côté. La mairie de Paris était vraiment hyper retors pour ce festival. Et le défi, c'était de rendre la pelouse vide, pas de mégots, etc. Donc il y a un intérêt à challenger en fait ces espaces. Et voilà, l'espace dont on parle, Cartel à la Défense, sur lequel je suis venu, l'intérêt, c'était la première résidence d'artistes dans des immeubles de bureaux. Il faut savoir que l'approche est très compliquée pour les propriétaires d'actifs parce qu'ils se disent des artistes, ça va être des punks à chiens, ils vont arriver, ils vont tout retourner, etc. Donc c'est leur montrer qu'ils peuvent faire confiance à des preneurs de résidences tels que je suis, mais aussi aux artistes pour pas rendre le lieu complètement abîmé. Donc c'est un challenge de retour au vide en fait. Donc quand tu dis la trace, etc., c'est juste limite de ne pas laisser de trace. Ça vient aussi avec ton travail, c'est la puissance de ce que tu as créé et de se dire, voilà, je sais que c'est éphémère. Moi par exemple, après je vous laisse la parole, mon challenge c'est quand je prends un lieu, c'est de faire en sorte qu'il rayonne pour qu'il soit loué plus vite. Donc c'est assez schizophrénique parce qu'en fait, moins je reste, plus le lieu a été loué vite, ça veut dire que j'ai transformé, mais moins le lieu est loué, plus je peux rester avec mes artistes.
Donc il faut travailler 2 poids 2 mesures, mais le succès, c'est de se dire, voilà, on a réussi à faire émerger le lieu parmi toute la concurrence, parce qu'il y a beaucoup de lieux qui sont en location et qui n'arrivent pas à être loués aujourd'hui. C'est comment on fait en sorte de pouvoir repartir sur une autre page après. Pour la question du vide, il y a quelque chose comme, comme une possibilité de projection. C'était une de tes propositions. Il y a comme si, enfin en tout cas sur la plage, vu que c'est l'argile qui réapparaît parce que la dune recule, est déjà sculptée quelque part par le vent, par les marées, par la pluie. Donc il y a déjà de l'informe. Donc c'est comment projeter des formes dans la forme. Donc c'est par pareidolie, pour moi, c'est le fait de voir des formes dans les nuages. Là c'est la même chose, j'enlève les lunettes, je vois plus vos expressions de visage, mais c'est un petit peu ça, c'est aussi voir de loin ce que j'avais imaginé, si j'ai vu un éléphant, si j'ai vu un visage, si j'ai pu en projeter par exemple une des mythologies autres, hein, comme par exemple les figures de l'île de Pâques. C'est quelque chose aussi qu'on a en mémoire et qui va ressurgir par une forme particulière de cette informe-là. Et aussi, vu qu'il y a de l'eau chargée en fer qui arrive de dessous la dune et qui drague un petit peu cette argile-là, cette argile reste humide et il y a un ruissellement. Et donc j'essaye de proposer autour des sculptures des ruissellements de cette eau chargée en fer. Comme ça, les sculptures sont presque autonomes. Et donc, il y a un peu cette idée-là de va-et-vient, et c'est pas forcément des sculptures, c'est presque des vestiges de sculptures, parce que à peine apparues, elles sont déjà en train de disparaître. Donc, il y avait aussi ce croisement possible avec les archéologues, et justement, il y a eu des personnes qui ont appelé les archéologues en disant « Tiens, à mon avis, il y a de l'art pariétal qui réapparaît à tel endroit, allez-y ». Et heureusement que je les connaissais, ils ont pu dire non, c'est beaucoup plus contemporain et c'est pas pariétal. Et c'est des tentatives aussi quand même. Mais en tout cas, oui, je m'appuie sur cette couleur rouge, que cette eau chargée en fer. Et donc oui, c'est vrai, ce rouge-là convoque cette pratique-là artistique d'un autre temps. Donc la question du vide, c'est plutôt la question de projeter de ce qu'on a déjà traversé quelque part. Quand j'ai commencé à faire des éléphants, c'est vrai que je ne savais pas si ça revenait d'un voyage en Inde, si c'était des éléphants, et en tout cas ça venait de une sorte de réminiscence de souvenirs pour retricoter avec la question de la mémoire et de la trace. C'est un bout de souvenir qui revient différemment par la rencontre avec une argile particulière. Comme là, par exemple, sur cet espace-là, enfin, en tout cas, ce qui est marquant, c'est que c'est comme si le personnage avait presque été inventé, mais en tout cas, il y a une sorte de vérité variée de reprendre le sol et de faire apparaître là cette... Bon, c'est pas très, très radiophonique ce que je suis en train de faire. T'inquiète. Mais en tout cas, voilà, il y a un peu cette histoire-là, même de loin, si on commence à fermer un peu les yeux, qu'est-ce qu'on voit dans les fleurs? C'est pas sûr que ce soit des fleurs. Il y a aussi une possibilité de pareidolie dans les traces des sols et aussi dans les motifs. Donc oui, de la pareidolie un peu partout. On voyage avec Véronique. Et moi, je rebondis sur le fait de la question du vide. Dans mon travail, c'est un peu particulier parce que je pars d'un lieu, d'une matière qui existe, qui est le paysage, que ce soit à l'échelle d'un estran ou à l'échelle d'une montagne. En fait, c'est des matières qui sont tangibles, qui existent. Et moi, je crée plutôt le vide pour justement interroger vraiment ce qui reste quand on n'est plus dans un lieu. Donc c'est le blanc du papier sur les œuvres que j'imprime. En fait, il témoigne de cette disparition de ma sensation d'un territoire. Et donc c'est la fragmentation de ma mémoire et
mais c'est aussi, en tout cas, je travaille comme ça, mais je me suis rendu compte que ce vide-là, c'était aussi une manière de rentrer pour ceux qui regardent l'œuvre, une porte d'entrée d'observation, parce que les gens peuvent compléter avec leur propre mémoire c'est pas des puzzles, mais c'est les fragments blancs qui ont tendance à disparaître. En fait, on peut chacun venir compléter avec, soit on connaît le lieu, et là, ça peut être simple de le reconvoquer, de le compléter, mais on peut aussi projeter d'autres souvenirs. En fait. Et donc le vide, il vient dans le processus de création. Et il n'apparaît pas au tout début. C'est vraiment une recherche plastique de se dire une recherche plastique, mais aussi une introspection, de se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui a disparu, et puis ce qui a dit. Donc le blanc de l'image, en fait, c'est une fenêtre aussi que chacun peut ouvrir pour compléter. Donc c'est plutôt un cadeau, le vide que dans le travail que je fais. Le vide, c'est pas une économie de moyens, mais c'est plutôt quelque chose de généreux pour pouvoir se projeter. Et à quel moment tu as senti qu'il fallait lui laisser une place en fait, à ce vide? Après beaucoup de travail sur l'image, où j'avais des images, justement je travaillais de manière très scientifique, très méthodique pour les prises de vue, parce que même là par exemple cette scène-là, chacun a sa place, chacun voit la scène de manière différente, et moi quand j'ai envie de garder en mémoire un lieu, j'aime bien justement adopter toutes les places, tous les points de vue, et ensuite me dire tiens, je peux re-questionner en discutant avec d'autres personnes sur le territoire, et j'ai l'impression de mieux le connaître. Et puis en fait je me suis rendu compte que même en adoptant tous les points de vue, on peut pas tout connaître, donc je ne peux pas tout photographier et tout garder. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que le vide pouvait être intéressant pour que d'autres personnes puissent prendre ces points de vue-là, adopter ces points de vue. Vous avez envie de réagir sur cette question, à quel moment le vide, vous avez eu envie de lui donner une place particulière dans vos pratiques? Mais en tout cas, ça m'évoque l'histoire du contour en fait. C'est aussi que c'est s'autoriser peut-être à souligner un vide plutôt que lutter contre ou tenter de le remplir de façon fausse, un petit peu en forçant. C'est sortir de cette idée de volontariat et vraiment de voir avec ce qu'il y a, même s'il n'y a qu'une partie, peut-être que c'est ça. Et en tout cas, c'est vrai que sur cet estran-là, c'est vrai que pour vous, peut-être que vous pouvez vous balader un peu plus. Pour moi, c'est vraiment très spécifique, très ciblé, très circonscrit un territoire. Oui, c'est un fragment de plage, et c'est vraiment l'endroit le plus érodé de la côte atlantique. Et j'ai essayé de me renseigner pour savoir si l'argile apparaissait ailleurs. Elle apparaît ailleurs, mais à fleur d'eau. Donc il n'y a pas cette possibilité de faire des sculptures justement plutôt en vertical et plutôt en bas-relief. Mais c'est vrai qu'au début, pour moi, c'était un lieu de refuge, de soins presque, une sorte de... j'allais dire sarcophage, mais c'est pas ça. Oui, c'est peut-être un peu plus doux, oui. Quelque chose de... Quand c'est sacré, c'est... Je sais plus, j'ai perdu le mot. Sédiment, non, bon, je vais pas le retrouver. Et donc, il y a cette histoire de ne pas forcément inviter tout de suite. Et après, petit à petit, par ces créations-là, pendant 2 ans, j'ai pas dit que je faisais les sculptures. Donc il y avait une rumeur qui circulait que des formes apparaissaient sur cette plage-là. Et après, j'ai repris la maternité de ces apparitions-là. Mais oui, il y a cette histoire d'enrober, d'accepter, que ça soit l'invisible ou que ça soit le vide.
quelle place je laisse au vide, c'est Oui, ça? oui. Pas beaucoup. En fait, si, non. Le début et la fin, quoi. En fait, je le laisse le vide, je le laisse se débrouiller avec les artistes. En fait, c'est surtout ça. J'arrive, j'imagine. C'est comme quand tu arrives, par exemple, si ça devait être ici, je vais imaginer quelque chose, comment je verrai des ateliers. Toi, ta table ronde, tu l'as imaginée, tu l'as scénarisée. On parlait tout à l'heure de position, de réel. Quand vous faites votre anniversaire, votre mariage, chacun mon mariage, je le vois comme ça, mais le conjoint ou la conjointe, en fait, il a une autre vision. Et puis le mariage, il sera comme il sera. On a des envies, des images, des attentes et des images dans sa tête, comme quand vous lisez un livre, tu vois, tu l'imagines. Et ben le vide, en fait, je le laisse aux artistes, parce que c'est eux qui vont, par leur étalement, leur imposition physique, l'habiter et le laisser ou pas. Ok, non mais super. Moi, je rends après le lieu ou les lieux. Oui, c'est pas mal. Mais j'ai une petite question, mais Oui. ça t'est arrivé comment? Quel a été le premier lieu vide? Alors, c'est des opportunités, comme toute chose de la vie. Le premier, c'est assez étrange. Donc, je travaillais déjà dans l'événementiel culturel depuis longtemps. L'immobilier de bureau me faisait appel à mes services pour des événements, concerts, etc., dans des atriums ou quoi, ou qu'est-ce. Et un jour, un des propriétaires me dit « Ah, c'est génial, moi, quand je fais visiter à des futurs preneurs, des brokers, c'est les agents immobiliers de l'immobilier de bureau, quand les brokers viennent, ce serait bien qu'il y ait un artiste qui fasse un petit dessin et puis il l'offre, et puis c'est génial. » Je dis, oui, déjà, il faut savoir parce que vous venez, puis les artistes, c'est pas des singes, ils ne vont pas attendre. Non, mais concrètement, ça marche pas. Je dis, par contre, ce qu'on peut faire, c'est que le bâtiment, il est vide, on met plein d'artistes, comme ça, quand vous venez, il y aura des artistes, et puis vous pourrez en plus les rencontrer. Vous n'aurez peut-être pas un croquis en cadeau, mais c'est pas ça qui compte. C'est ce que vous allez vivre. En fait, ce qui est important dans tout événement, un événement c'est marquant. On reparle du mariage, du baptême, etc. Un événement c'est quelque chose dont vous vous souvenez toute votre vie. Ça peut être triste, ça peut être heureux. Et une visite d'immeuble, c'est un événement. C'est-à-dire que la personne qui va venir louer un bâtiment pour tous les salariés de Natixis, il vient avec ses 1000 salariés, il va visiter un bâtiment, il faut qu'il s'en souvienne pour se dire je vais mettre mes collaborateurs ici. Donc si la visite est marquée par quelque chose de fort, plus que des datas en disant voilà, c'est tant du mètre carré, il y a un rooftop, on a mis un petit jardin, on coche des cases et en fait c'est pas très très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se souviennent qu'ils ont rencontré Anne à l'hôpital qui travaille l'empreinte, parce qu'à chaque fois qu'ils sont passés, vous en avez vu quelques-uns, puis sur les portes ouvertes, ils ont discuté et en plus il y avait quelque chose chez nous, c'est que c'était complètement décloisonné, c'est-à-dire que tous les artistes étaient au même niveau d'importance et au même niveau d'accessibilité. Et ça, c'est très important parce que moi, à la base, j'ai pas les codes de l'art, j'ai pas la légitimité d'être curateur ou quoi que ce soit. Et donc, je trouve ça sympa que les gens aient la même approche que moi. C'est-à-dire que tu arrives sur un lieu où il y a des artistes, c'est-à-dire que tu aies fait les Beaux-Arts, que tu aies vu 15 expos ou que tu aies lu 150 livres, ça te touche ou ça te touche pas et tu peux en parler avec l'artiste. Donc c'est ça qui était important. Donc voilà comment c'est arrivé. Donc il faut habiter le vide et lui donner des exemples. Et puis donner un sens à la présence des artistes dans un bâtiment vide. Enfin, c'était pas juste pour. Parce que la finalité, elle était claire et les artistes étaient au courant. C'était louer le bâtiment. C'est que le bâtiment se louait. Mais si tout le monde veut y trouver son compte, il faut que tout le monde trouve son compte. Donc pour que tu loues ton bâtiment, il faut que les artistes aussi puissent travailler. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'ils travaillaient sans aucune pression financière, puisqu'on leur avait mis à disposition totale les ateliers. Ça, c'était sympa. Ouais, c'est sympa. Il y avait la clim, il y avait tout. Effectivement, c'est très rare. Mais du coup, on va attaquer un peu la dernière partie. Donc, du coup, je voulais savoir à quel moment vous avez senti que c'était une nécessité de travailler, toujours avec le vide, on va pas changer de sujet. Voilà, c'est peut-être plus vous, parce que moi, c'est pas une nécessité, c'est une opportunité. Donc,
Oui, c'est pas le même mot, oui. Je peux broder, je peux raconter plein de choses, mais c'est pas... Non, mais c'est pas le même mot, mais même, non, ouais. vous avez 3 pratiques super différentes. Donc, Alors moi aujourd'hui ça devient nécessaire dans le sens où dès que je vois un immeuble vide, bah oui, voilà. c'est Oui, en ça pardon. que ça devient une... C'est vrai. Si, ça devient une nécessité. Ça devient Ça nécessité crée de proposer quelque chose de vivant dans des espaces vides. Voilà. Enfin, tu restes avec les lieux vides, quoi. Tu n'as pas changé de... Non. Voilà. Voilà. J'ai répondu, ça y est. C'est super, efficace. Pour moi, c'est que cette pratique-là, elle m'a complètement transformée. Déjà, ça m'a aidé à continuer à bifurquer par rapport à d'autres pratiques professionnelles avant. Ça m'a donné un rapport aussi au vivant complètement différent. Et le fait d'être dans une sorte de contemplation et de pouvoir passer des heures à sculpter, à travailler sans me rendre compte que la nuit était en train de passer, hein, parce que ça me met dans un espace hors temps. Et cet hors temps-là est possible et par la nuit et par cet espace-là qui est très très dense. Donc c'est aussi ce travail-là m'a autant travaillé que j'ai pu le travailler. Donc pour moi, il y a eu un avant et un après. C'était un acte, enfin en tout cas, c'était un début d'une autre façon de voir le monde. Il y a une certaine, pardon, excuse-moi, il y a une certaine sagesse aussi, complètement de détachement de ce que tu fais. Parce que justement... Enfin, tu sais, d'arriver à... Tout à l'heure, on parlait du vide, c'est comme Miro, qui plus il a avancé, moins il est peigné. Oui. Merci de la compréhension. Ben non, mais parce mais qu'il y a un truc assez pur de se dire je me détache de tout. C'est en Asie, les Indiens, où les énormes les mandalas, ça se rapproche de ça, c'est-à-dire c'est pas du tout culturellement occidental de se détacher autant. Par rapport à ton métier d'avant, tu dois être plus à même de comprendre ça. Oui, mais c'est pour ça que ça m'a quand même surpris aussi. J'ai été surpris par ce projet, j'ai été surpris, je l'appelle maintenant projet, avant c'était un lieu, et c'était un lieu de repos, un lieu d'apaisement, et en tout cas c'est un lieu qui s'est ouvert autour des sculptures, donc ça est devenu des visites comptées, c'est devenu des histoires, mais c'est vrai que ça a commencé par le plus dur, par le deuil. T'es attaché à un lieu de détachement. Oui. Tu as accepté aussi le fait que ça soit un éternel recommencement. En fait. Oui, de pouvoir, selon les marées, que les sculptures disparaissent et tu dois réinvestir le même lieu mais sous d'autres formes. Parce un territoire qui est amené à redisparaître. Et il faut beaucoup de lâcher prise et d'acceptation pour pouvoir se dire ok, le travail il va être visible que le temps de une journée ou une nuit, quoi. Mais c'est vrai que c'était dès le début très accroché avec la question de la mort. Donc pour moi, la première question était la question la plus difficile à traverser. Donc à partir de là, c'était pas forcément un lâcher prise tout le temps, parce que c'est des fois compliqué. Par exemple, le lendemain, de façon factuelle, justement, il y a une visite comptée, la nuit, il a plu, toutes les sculptures ont disparu, il me reste 6 heures pour reconstituer le musée et les personnes arrivent à 10 heures. Donc comment je sculpte et c'est une lutte contre le temps. Et puis tu parlais de cycle aussi, et c'est vrai que là ce qui est drôle, c'est que cette plage-là a été donc réensablée pour tenter de sauver quelques villas. Et donc là un nouveau cycle apparaît, c'est le cycle de l'intervention humaine. Et donc ces dunes artificielles tiennent quelques mois et l'argile réapparaît. Donc il y a un autre cycle qui revient entre le cycle justement des marées, le cycle des apparitions et aussi ce fameux cycle de là ça y est, là en ce moment par exemple je ne peux pas les sculpter parce que la dune a été reconstituée. Donc là j'attends les prochaines tempêtes pour pouvoir réagir. Donc c'est une drôle d'histoire d'être du coup dans l'équipe des tempêtes un petit peu. Et aussi c'est en tout cas, c'est pour ça que quand je parle de lieu soin, c'est un petit peu ça, c'est que la présence du vivant est tellement
attrapante à cet endroit-là, parce que bon, déjà l'océan est là, donc l'océan c'est quand même un univers, une force, un bruit, enfin c'est extrêmement présent. Il y a plein d'espèces que j'ai pu rencontrer, mais c'est vrai que sur cette plage-là, j'ai eu des liens avec du non-humain que je n'avais jamais traversé. Comme par exemple, c'est souvent quand il y a une araignée qui passe sur une sculpture, pour moi l'histoire que je me raconte, c'est qu'elle est terminée, donc c'est décidé par une autre écriture. Et il y a eu par exemple une biche qui m'a approchée très très proche, et si je continuais à sculpter, enfin si chacun faisait son travail quelque part, elle broutait l'herbe qui était, parce que les arbres chutent, hein, c'est quand même un paysage et à la fois féerique et à la fois très chaotique, très violent, parce que bah, justement tu en avais fait une photo, un arbre en suspension, et il y a quelques herbes, et donc la biche était venue, et si j'arrêtais mon geste, elle est partie. Mais tant que je continuais, je ne l'ai pas vue tout de suite, je faisais pour elle aussi partie du paysage, quelque part. Ouais, c'est vraiment épouser le paysage et ne faire qu'un. Peut-être qu'elle t'avait observé déjà auparavant quand tu sculptais, et puis c'est vrai que tu redevenais peut-être pas humaine, mais comme un corps un peu étranger au moment où tu arrêtais ce processus-là. Donc c'est assez riche, intéressant aussi. Et de mon côté, il y avait cette nécessité-là de travailler sur cette thématique de la mémoire des traces. Elle est devenue nécessaire parce qu'il y a aussi des paysages, je pense qu'elle a des paysages de montagne qui ont disparu, notamment je travaille là sur un projet autour du barrage de Tignes. En fait, il y a eu dans les années 60 des constructions assez importantes en montagne pour construire et développer l'hydroélectricité. Et donc on a construit des grands barrages, et on a laissé les torrents se gonfler pour créer des lacs artificiels, et donc faire disparaître des territoires entiers, des villages. Et donc c'est moi mon travail de porter un regard sur un territoire et de savoir ce qu'il y avait avant pour pouvoir le révéler, pour qu'on ne puisse pas oublier en fait que même là on parle de la construction de réacteurs nucléaires. En fait, ça va amener aussi de nouveau des transformations encore violentes. Et pour moi, mon travail est nécessaire parce que en fait, c'est des répétitions de transformation de nos sociétés. Et si on ne regarde pas un peu comment ça s'est passé avant et ce qu'on a fait comme sacrifice, et en fait, on aura du mal peut-être à avancer. En tout cas, on avance très vite, mais mon travail il est là pour essayer de porter attention sur le territoire, leur transformation, et qu'il y a des gens qui vivent, et il y a du vivant aussi, que ce soit du non-humain, et que tout ça est peut-être amené à disparaître. Même si là, dans le cas des barrages, en fait, il y a une nouvelle faune, une nouvelle flore qui s'est développée. Il y a du vivant aussi. Donc, dans la transformation d'un territoire, c'est très complexe. Dès lors qu'on intervient, on construit quelque chose, on déplace, et après, il y a des projets qui sont nécessaires et qui permettent de recréer un nouveau écosystème, et d'autres qui vont détruire à jamais. Et donc moi j'aime bien porter ce regard-là pour dire que, en fait, de manière artistique, mais pas forcément militant, mais qu'on doit essayer de regarder un peu ce qui s'est passé pour peut-être comprendre les enjeux de nos sociétés. Pour ce qui a été créé en fait. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qu'on a gagné au final par rapport à ça. Et ça, c'est ce qui m'anime, et c'est ce qui me permet de continuer, de développer ma pratique artistique. Et si vous deviez garder une seule trace dans votre pratique, laquelle ce serait? Une seule trace.
Je te laisse commencer. Si je devais garder qu'une seule trace, me souvenir. Comme ça, je sais pas, on t'enterre avec tes souvenirs, donc il n'y a qu'avec ça qu'on peut t'enterrer. Je pense, le reste, ouais, une seule trace, c'est le souvenir de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu, de ce qui a été créé, d'autant plus que moi, pour le coup, j'agrège plein de personnes, puis après, elles repartent chacune. Et donc, mis à part le livre qui a été fait pour cette résidence, mais il ne reste plus rien. Le lieu est vide, tout le monde est reparti faire sa vie. Donc, il y a le souvenir de ce que tu as vécu qui est puissant. Voilà. Ça me va très bien, c'est le genre de réponse, tu sais. Oui, moi aussi, en tout cas, j'excelle là. Ah non, mais il est très bien. Une seule trace, peut-être s'autoriser une coécriture avec le vivant. Parce que par rapport à ces irrigations-là qui viennent dessiner les sculptures, et en même temps revenir sur un lieu qui se déplace. C'est pas tout le temps le même estran, c'est pas tout le temps la même dune parce que tout recule. Et aussi avec des connexions, c'est un lieu aussi qui, depuis plusieurs générations, était un lieu de culte parce qu'ils ont trouvé, les archéologues, beaucoup d'éléments. Donc ça serait s'autoriser, premier geste. Et moi, dans mon travail, la juste trace, c'est celle qui est à peine visible, qui engage en fait le regard et celui qui regarde, et le corps et son imaginaire aussi. Je pense que c'est ça quand une œuvre est terminée, je sais qu'elle est entre l'apparition, entre quelque chose de presque figuratif et presque la disparition. C'est un entre-deux que j'aime bien parce que ça laisse la possibilité à une interprétation ou à projeter aussi des souvenirs ou à reconnaître un lieu. Donc c'est toujours un travail d'ajustement, d'équilibre. Et vous le savez, le projet s'appelle La Juste Trace. Donc qu'est-ce qu'une juste trace pour vous? Ah, c'est pas moi, j'ai déjà commencé à faire. Oui, non, t'as initié pas mal. Je t'ai pas pris par surprise, tu la connaissais. Je peux ne pas avoir bossé. Ah, ça c'est toi. Si vous avez une réponse, allez-y. Moi, je préfère. Je sais pas, la juste trace, c'est quelque chose, c'est comme une personnalité, c'est assez. Ça n'en fait pas trop, c'est discret, c'est bien placé. Ça serait peut-être la trace agissante qui nous émeut ou qui nous travaille, qui nous traverse. Oui, ce serait quelque chose d'agissant. Comme quelquefois les vivants sur les morts ou les lieux sur les êtres. Une trace agissante. Et pour moi, ce serait celle qui nous donne des indices pour mieux comprendre ce qui nous entoure. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.